Bonjour à tous, merci d'être là, surtout en créneau en début d'après-midi, parce qu'on va parler dynamique. Et je compte sur vous pour voilà, discuter dynamique, participer éventuellement sur des questions à la fin. La dynamique d'équipe, l'idée c'est de vous donner quelques tips. Moi ça fait un petit peu plus de 10 ans aujourd'hui que je fais du développement. Et je me suis rendu compte que finalement, cette notion de dynamique d'équipe, alors ça peut paraître compliqué pour se dire finalement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait qu'un projet fonctionne ou fonctionne pas? Alors il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais on peut partir de métriques et mathématiques, on va tout mesurer. Et puis on va faire des projections et puis on va savoir comment ça se passe. La notion de dynamique d'équipe, c'est un petit peu plus subtil. On est sur de l'humain, mais pas uniquement. Et ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'avec des petites choses, finalement, on arrive à mettre en place une dynamique dans l'équipe et justement à faire en sorte que ça soit la problématique de tout le monde. Quand vous croisez quelqu'un, voilà, comment va ton projet? Quelle est la santé de ton projet? Pour répondre à cette question, ce n'est pas évident. Donc un premier réflexe qu'on va pouvoir avoir, c'est de se dire on a tous un ensemble d'indicateurs projets. Vous êtes peut-être dans des contextes avec des métriques agiles. Donc vous allez pouvoir partir de votre vélocité, du nombre d'US que vous avez réalisé, et puis vous allez chercher à faire des projections pour répondre à la question. Si vous vous basez uniquement sur ça, vous allez louper des choses. Vous allez avoir un fonctionnement et un mécanisme où en fait vous êtes en position d'avoir des indicateurs mais retardés. Vous n'avez pas à avoir les informations en anticipation. L'objectif, ce n'est pas de se dire ces indicateurs projets, ils ne sont pas bons, il faut les mettre de côté, ce n'est pas ce qu'il faut prendre. Non, l'idée, c'est vraiment de les associer avec des informations autour de la dynamique d'équipe. Donc cette dynamique d'équipe, on va essayer de voir finalement qu'est-ce qu'on met derrière cette dynamique d'équipe. On va voir l'importance et la notion d'avoir une vision et un objectif commun pour avoir un alignement justement de l'équipe. Et finalement, avant de démarrer une mission, il faut forcément que tout le monde soit aligné. Cette notion-là d'objectif commun, ça n'empêche pas d'avoir des indicateurs, on va dire, individuels sur la notion de progression. Si vous mettez uniquement la dimension collective, vous allez aussi passer à côté de quelque chose. Donc les deux axes sont super importants. Puis on verra comment est-ce qu'on mesure avec des exemples concrets la dynamique dans une équipe projet. Et puis une proposition de levier activable, peut-être dans votre équipe à partir de demain, de se dire effectivement, peut-être que je peux essayer ça dans mon équipe. La notion de dynamique, si on sépare les choses, d'abord la partie dynamique et puis la partie équipe dans un contexte projet de développement, on a une notion derrière, il faut être en mouvement perpétuel. Alors on peut se dire être en mouvement perpétuel, c'est fatigant, on cherche à challenger, à apporter sans cesse de la nouveauté. Ce mouvement perpétuel, l'équipe, elle est obligée de se mettre justement dans cette position de mouvement. Il y a sans cesse des besoins, il y a des évolutions sur lesquelles il faut qu'on apporte des solutions et que ça soit à la fois sur des aspects techniques, fonctionnels avec le métier, il y a un besoin finalement d'être en mouvement. Alors cette notion de mouvement perpétuel, ça ne veut pas dire que c'est un rythme qui est complètement délirant ou en cours, on est à l'arrache partout. Non, c'est un mouvement progressif et l'objectif c'est vraiment de mettre l'énergie à bon escient. Puis la notion d'équipe, dans un projet, on est un groupe aligné sur un objectif commun. Et finalement, dans l'équipe, chacun va venir apporter quelque chose d'un point de vue collectif et d'un point de vue individuel aussi. Donc les deux axes sont importants. Évidemment, derrière cette notion-là, on va trouver comment j'arrive à motiver mon équipe. Le fait d'avoir une équipe qui est motivée, qui a envie de se challenger, c'est important au quotidien. L'amélioration continue aussi, savoir arrêter les choses. Souvent, dans des projets, les démarrages peuvent être compliqués. De se dire, on se contraint à faire des rétrospectives, arrêter pour mieux repartir ensuite. Donc cette capacité aussi de se remettre en question, c'est pas simple, mais c'est important.
J'ai mis une liste d'exemples qui, pour moi, sont un peu des indicateurs. Est-ce que ma dynamique d'équipe est plutôt bonne ou est-ce qu'elle est plutôt mauvaise? Donc il y a des petites choses comme ça qui permettent d'allumer des signaux et de se dire, là, finalement, mon équipe est peut-être en train de dévisser un petit peu. Une bonne dynamique d'équipe, en général, on va avoir une organisation qui est claire, c'est identifié. Tout le monde se connaît et il n'y a pas un peu de mystère ou de l'organisation hiérarchique. On ne sait pas finalement quel est l'objectif de l'autre côté, ce que viennent faire les gens. On a la notion d'objectif commun, ça j'en ai déjà parlé. Cet objectif, l'idée c'est qu'il ait un avancement mesurable et donner de la visibilité sur cet avancement mesurable. Si on ne donne pas régulièrement aux gens où est-ce qu'ils en sont, ou si l'objectif est très méta, les gens ne vont pas s'y retrouver. Donc ils vont courir au début, mais rapidement en fait l'équipe va s'essouffler parce qu'il n'y aura pas cette notion de progression régulière et de se dire finalement la cible effectivement elle est atteignable et on y va. On a des activités qui seront à plusieurs. Ça c'est un bon signe aussi d'une dynamique d'équipe. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des choses qui sont cloisonnées, où on a des gens qui préparent et rédigent peut-être des user stories, et puis après on a du développement. Non, on a des ateliers à un moment donné où on a de l'échange, on sent que c'est fluide. Des activités extra-projets, c'est un indicateur qui est aussi intéressant. Tout ce qui se fait à l'intérieur du projet, c'est important. Il y a aussi le fait de pouvoir organiser en équipe des événements à côté. Alors ça peut passer par des déjeuners. Tous les vendredis à midi, en fait, l'équipe va déjeuner ensemble. Que ce soit des événements tech ou pas tech, l'idée c'est qu'il y ait des choses aussi à côté qui se fassent pour pouvoir créer cette dynamique d'équipe. Sur une mauvaise dynamique d'équipe, des choses qu'on entend parfois, c'est qu'on a un peu des profils de super-héros. Et puis finalement, quand les gens ne sont pas là, l'équipe est un peu en pause. Ah non, il faut attendre le retour de telle personne ou je ne peux pas intervenir sur cette partie parce que finalement, je n'ai pas eu les billes. Donc ça, c'est aussi un indicateur pour répondre à la question du départ. Finalement, est-ce que mon projet est sur la bonne voie? Tout ça, c'est des petits signes en fait qui vous disent il y a peut-être des choses aussi à mettre en place pour améliorer cette situation. La vision et l'objectif commun, il y a plusieurs choses derrière. Le sens. Si vous demandez aux gens de venir et qui ne comprennent pas pourquoi ils viennent le matin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Arriver à formaliser ensemble une vision. Donc, il y a forcément un besoin métier au départ, mais choisir le vocabulaire, s'aligner justement sur ce qu'on choisit de retenir et l'afficher. On est transparent, c'est un peu notre why de ce qu'on fait, on n'hésite pas à le mettre au-dessus du board. Il faut que ça soit temporel. Un objectif ou une vision, être le leader ou devenir le leader du e-commerce, ouais, c'est peut-être très bien, hein, mais on est plus sur quelque chose de stratégique, de méta. Le besoin d'avoir une notion en termes de temps, dans 6 mois, je veux atteindre un chiffre d'affaires à 100 000 €. Voilà, c'est mesurable, c'est quantifiable, c'est précis. Et donner aussi le moyen à l'équipe de pouvoir suivre où est-ce qu'on en est régulièrement. Donc cette partie réaliste, elle est hyper importante aussi. Si l'objectif devient caduc, et ça arrive dans beaucoup de projets où finalement, au bout, on va dire, de 6 mois, 7 mois, 8 mois, quand on demande à l'équipe, potentiellement, il y a eu des changements aussi. C'est quoi notre objectif? On est attendu sur quoi? S'il y a des gens qui ne savent pas répondre dans l'équipe, en général, il y a aussi potentiellement besoin de réaligner les gens, de repartager cette vision ou peut-être de revoir l'objectif parce que finalement, il est trop méta. La partie fédération, motivation, il faut qu'il y ait un enjeu fonctionnel et ou technique, mais il faut qu'il y ait un minimum de challenge. Si vous mettez les gens dans reproduire ce qu'ils savent faire, vous allez de facto rentrer aussi dans une forme où vous allez perdre cette notion de mouvement. Une vie d'équipe, un environnement propice, la responsabilisation. Si vous voulez réussir à responsabiliser les gens dans votre équipe, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait à un moment donné une appropriation de ce qu'il faut faire. Ne pas hésiter justement à étendre la partie intervention de l'équipe pour se dire on va travailler ensemble sur la déclinaison d'une roadmap. Partager la priorisation et avoir ce recul aussi de limiter le nombre de sujets en parallèle.
Si vous lancez toutes vos lignes en même temps, vous allez vous essouffler. Parce qu'en fait, vos lignes elles vont durer un temps indéfini plutôt que de cocher des choses le plus rapidement possible. Donc ce travail de priorisation et de parallélisation, il est très important. La mesure, la transparence pour pouvoir justement afficher régulièrement les progressions. Cette notion d'individu, si vous passez à côté de la dimension individu, vous allez forcément avoir à un moment donné une perte de motivation. Moi, ce que je dis aux gens, vous allez venir sur le projet, sur une mission. Il y a déjà un certain nombre de questions en général qu'il est bon de se poser, ou en tout cas que moi je me pose quand on me propose une mission ou un projet. Ces questions, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que je choisis de rejoindre cette équipe? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais apporter? Les deux dimensions sont aussi importantes les unes que les autres. Le projet, au final, ça va peut-être être un échec. Je ne sais pas, ça ne va pas sortir, mais au moins d'un point de vue individu, vous aurez forcément gagné quelque chose. Et si vous sortez cette dimension individuelle, qu'est-ce que moi je viens chercher? Votre dynamique risque à un moment donné de fléchir aussi. Un petit tips que je vous partage aujourd'hui aussi, c'est de faire une auto-évaluation sur 2 axes. Sur un projet, vous allez avoir plein de choses. Vous allez peut-être avoir des enjeux en termes techniques, en termes fonctionnels. C'est la première fois que vous allez intervenir sur un projet où vous allez toucher le monde bancaire. Vous n'y connaissez rien sur la partie bancaire. Alors peut-être que ce n'est pas ce qui va vous éclater le plus, que vous allez venir pour autre chose, mais c'est important de l'identifier et c'est important que dans l'équipe, tout le monde sache que vous n'êtes pas sur le projet pour faire du fonctionnel, mais peut-être pour monter en compétence sur la partie infra et déploiement, parce que vous allez bosser avec telle personne. Et c'est ça que vous venez chercher sur la mission. Donc cette photo, l'idée, c'est vraiment de la prendre régulièrement. Tous les 3 mois, en général, on a déjà des différences. Et cette photo, c'est vraiment un support pour accompagner déjà les profils qui sont plus juniors, pour prioriser. Parce que peut-être on arrive sur un projet, il y a plein de choses. Et finalement, la première photo qu'on prend, alors les gens sont un peu embarrassés parce qu'ils se disent moi je suis débutant, je commence, et puis je suis nul. En général, les gens vous disent ça, ou je ne suis pas compétent, alors j'ose pas m'auto-évaluer, ou j'ose pas dire. Et bien au contraire, le fait de faire ce travail-là, 3 mois après, au moins sur 4-5 compétences, les gens vont voir une différence et vont faire un bond. Donc ça, c'est pareil. Pour entretenir aussi la motivation et la dynamique, de toute façon, plus on part de loin, plus la progression sera importante. Et j'insiste, c'est tout le monde qui fait ce travail-là, sur l'axe à la fois niveau et à la fois motivation. Donc un exemple, ça ressemble à quoi? C'est très simple, hein, ça peut être un outil. Mais l'idée, c'est vraiment de partir sur l'axe level, motivation. Par exemple, sur telle fonctionnalité, sur du Kubernetes, quel est mon niveau? J'en ai jamais fait, je pars de rien, je ne connais pas. Par contre, je peux être super intéressé pour monter sur le sujet. Donc de prendre cette photo régulièrement, c'est important, et ça vous permet, quand vous faites le point aussi avec les gens de votre équipe, de faire le bilan de façon rationnelle sur quels sont les points où il y a eu une progression, et puis les autres où potentiellement il y a une démotivation. Et c'est super important d'avoir cette information-là au fur et à mesure. Sur la mesure de la dynamique d'équipe, il y a plein de façons de mesurer votre équipe. On parlait d'indicateurs tout à l'heure sur des indicateurs retardés, typiquement la vélocité. Là, on est plus sur de l'anticipation. Pour anticiper que potentiellement votre équipe, on est un peu en bout de course, il y a une question qui marche bien. Si vous avez un objectif ou une date de livraison, c'est demander aux gens quel est votre niveau de confiance pour la date de livraison sur fin décembre. Vous demandez en fait d'évaluer de 1 à 5. Et il y a plein de projets, moi j'ai vu, où les indicateurs étaient bons, et à contrario, en fait, le niveau de confiance de l'équipe n'était pas bon. Donc d'avoir en fait cette vision-là, c'est super important. Ce qu'on appelle le kiffomètre aussi. Comment est-ce que se sentent les gens? Est-ce que ça va bien ou pas bien? Le nombre des tickets que vous faites, le type. Est-ce que vous passez votre temps finalement à corriger des bugs, à faire des incidents? Vous êtes plus finalement dans une phase où vous êtes en train de payer potentiellement une non-qualité
ou un problème de régression. Donc là, c'est important aussi d'avoir cette vision-là, cette analyse, parce que ça va vous permettre d'anticiper justement une inflexion à un moment donné et de communiquer autour de ça. Les nombres d'ateliers avec le métier. Qu'est-ce que vous avez adressé comme risque? Le nombre, la nature des points de blocage. Donc tout ça, c'est des exemples en fait qui vous permettent justement, en dehors des métriques agiles classiques, de remonter les alertes. On est vraiment en fait dans quelque chose où on va anticiper les choses et où on ne va pas les subir. Pour conclure, quelques leviers. Il y a des projets à un moment donné où ça fait peut-être plusieurs mois qu'on est dessus, ça fait 1 an. Et l'idée, c'est de remettre un peu d'énergie. Une solution, ça va pouvoir être d'organiser des rencontres avec les utilisateurs finaux. Ça, vous allez travailler sur l'axe sens de l'objectif commun. Élargissez le scope d'intervention. Demandez aux développeurs d'aller faire des ateliers de cadrage, d'intervenir sur différentes choses, de proposer des façons de faire différentes. Revoir l'organisation du flux de travail aussi. Peut-être qu'on avait l'habitude de travailler comme ça. Est-ce que c'est toujours la meilleure solution? Le format des rituels d'équipe. Sur les formats, par exemple, de rétro, c'est toujours la même personne qui anime. C'est toujours le même format. N'hésitez pas à faire des rôles qui tournent, faire des choses assez marrantes. Je vous donne un exemple. Sur le projet, il y a quelqu'un qui a organisé une rétro sous forme de tweet. Les gens ont joué le jeu, ont mis des hashtags partout sur une timeline. Voilà, les gens venaient en rétro un peu de façon mécanique. Ça a redonné en fait de la motivation et de l'action. Donc des formats différents. Faites confiance à votre équipe pour proposer des nouvelles choses. Encouragez les initiatives, ça c'est aussi important. L'espace de travail, ça a l'air de rien, mais de recommander du mobilier pour revoir l'espace détente ou l'espace où on déjeune le midi, où l'équipe joue aux cartes. Tout ça, c'est des notions qui sont super importantes. Et puis, il y a aussi cette partie-là qu'on ne pense pas tout le temps, c'est de faire tourner son équipe. C'est-à-dire, à un moment donné, de se dire, on va avoir des gens qui vont venir rejoindre l'équipe. Ça va apporter de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et les gens qui sont là depuis un petit moment, ils vont prendre le temps d'expliquer et ce travail d'intégration va aussi permettre de relancer les choses. Donc voilà, c'est une liste de points très concrets, alors qui peuvent être applicables ou pas applicables en fonction de votre contexte. En tout cas, posez-vous la question, finalement, mon équipe, elle en est où aujourd'hui? Et de travailler finalement à essayer d'entretenir cette dynamique au quotidien. Je vous remercie.